Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Je suis très ravi de vous voir en ce jour, je viens aujourd'hui pour parler de Last of Us. The Last of Us, c'est la toute dernière série de HBO qui cartonne en ce moment. Pourquoi? Parce qu'elle est juste phénoménale. Je pense que cette série me donne raison en disant qu'il est très important de regarder les cinématiques des jeux vidéo. Parce que justement, la série provient des jeux vidéo, elle tire sa naissance d'une cinématique de ce jeu qu'on appelle justement Last of Us. The Last of Us est un show créé par Greg Mazin et Neil Druckmann. Et on a deux merveilleux acteurs qui se connaissent déjà parce que les deux ont déjà joué dans une même série qui est bien sûr Game of Thrones. Le premier c'est Pedro Pascal qui joue le rôle de Joel et le deuxième c'est Bella Ramsey qui joue le rôle de Ellie. Alors c'est une série HBO qui est diffusée une fois la semaine. Comme dit tantôt là, c'est une série HBO mais c'est aussi diffusé par Amazon Prime qui nous donne cette possibilité de pouvoir regarder au même moment que les US. Alors comme dit, cette série est diffusée par épisode, donc un épisode par semaine, le dimanche ou le lundi si vous avez le temps de regarder. Je vais commencer à revenir à chaque fois après la sortie d'un épisode pour venir essayer de donner ma réaction et trouver quelques plans pour faire quelques études comme on a l'habitude de faire, les études cinématographiques. Pour les amoureux de la cinématographie. J'avais beaucoup de travaux à faire ces temps-ci, ça m'a pas permis de pouvoir commencer le premier et le deuxième épisode, puisqu'on est le samedi et il reste plus qu'un jour pour avoir le troisième épisode. Alors je me suis dit, je fais une sorte de rattrapage, comme ça au moins je suis sûr qu'on aurait parlé de l'épisode 1 et 2, comme ça le lundi ou le mardi au plus tard matin, on aura déjà l'épisode 3, sur ma chaîne bien sûr. Je vais être franc avec vous, le jeu j'en ai pas joué, donc ne vous inquiétez pas, mais seulement j'en ai déjà entendu parler depuis longtemps et j'ai eu à regarder quelques cinématiques, mais cela ne me donne pas non plus le droit ou le pouvoir de venir ici dire que je m'y connais dans ça. Non, je suis en train de découvrir l'histoire de ce jeu avec vous au même moment. Pour commencer par le premier épisode, j'aime beaucoup la série. Pourquoi? Parce que la manière dont ils ont essayé de marier la réalité avec le jeu vidéo, je vous assure que c'est une manière très intelligente dont ils ont fait ça. Sur cette vidéo, on peut voir combien ils ont essayé de faire presque une sorte de copie-coller au jeu vidéo, mais seulement d'une manière très intelligente, une manière où on sait pas forcément se rappeler du jeu, c'est comme si c'était une nouvelle histoire qu'on est en train de regarder. Trêve de trop parler, parlons maintenant de l'histoire. Il s'agit de quoi? Pour faire bref, on peut simplement dire que c'est une histoire des zombies. Voilà. J'ai tout dit. Non, c'est pas vrai, j'ai pas tout dit. Mais seulement la manière dont c'est présenté le film, on a l'impression que c'est une nouvelle manière de faire les choses. Le premier épisode commence dans les années 1968. Les événements dans cette série se passent en 2023. Mais seulement, j'aime beaucoup la manière dont les showrunners ont voulu présenter cela. À chaque fois que l'on commence la série, ils nous ramènent d'abord dans le passé pour essayer de comprendre ce qui se passe maintenant. The Last of Us est l'histoire d'une pandémie, d'une certaine manière. Ce virus se développe un peu plus dans la chaleur. L'histoire commence en 1968 où on ouvre sur un plateau télé où on voit deux scientifiques et un journaliste en train d'essayer d'échanger des idées, en train d'essayer de discuter sur un sujet de comment l'avenir peut être fait. On revient directement en 2003. 2003, c'est là où on introduit notre premier personnage, comme j'ai dit, qu'on en a deux de principaux. Le premier, bien sûr, c'est Joel. On l'introduit pour essayer de montrer quel personnage il est, que c'est une sorte de personne qui n'a presque pas le temps pour lui-même, le temps de se préparer, le temps de faire tout ce qu'il peut faire, parce que déjà, il est pris en charge par sa fille. Donc, on comprend que même lui, il n'a pas ça. Et là, on comprend beaucoup plus facilement qu'il n'est pas très posé et que sa fille est quasiment sa mère. Et là, ça nous montre un peu le personnage. On essaye de montrer comment justement la pandémie ou l'épidémie se propage, mais en chemin, on verra que Pedro va perdre sa fille finalement. Et là, quand Pedro perd sa fille, déjà au début du film, on nous a montré que c'était un gars qui était pas vraiment assez carré ou assez posé. Pourquoi? Parce que il n'avait pas le temps pour lui-même. Mais là, après la perte de sa fille, le gars s'en va dans n'importe quoi. Il commence même à vendre de la drogue. Il commence à faire n'importe quoi dans sa vie. Et là, quand la pandémie ou l'épidémie des zombies finalement prend quasiment tout le monde, ils se sont mis d'accord de bombarder quasiment des villes. C'est là où commence vraiment notre film. Notre film, à partir de là, notre acteur Joel devient quasiment un homme abattu. Quand je dis abattu, il n'a plus de raison de vivre parce que sa raison c'était sa fille. Il n'a plus d'âme quasiment. Il ressentait plus rien. Pourquoi? Parce que arrivé à un moment donné quand il brûlait des personnes, il y a une dame qui a vu une petite fille morte qui n'a pas su prendre l'enfant pour aller le brûler parce que justement pour elle c'est toujours un enfant. Mais quand il montre à Joel quand il le regarde, déjà même ça pouvait lui rappeler sa fille, mais sans rien il prend l'enfant, il le jette au feu. Pour dire que le gars est quasiment devenu beaucoup plus bizarre qu'il était déjà. Trouver son frère qui est porté disparu ailleurs dans une autre ville, mais qui pouvait communiquer avec lui à partir d'une radio. Mais le gars devait trouver une batterie pour pouvoir avoir cette possibilité-là de communiquer avec son frère. Et c'est à partir de là, cette recherche-là, qu'il va croiser finalement la route de Holly. Holly en réalité qui est d'une certaine manière la solution à cette pandémie-là. Pourquoi? Parce que en regardant ces deux épisodes, j'ai compris que apparemment c'est par elle que l'on peut sauver l'humanité. Par
par son sang. Elle est immunisée d'une certaine manière parce que ça fait 2 semaines qu'on l'a mordue, mais elle se transforme pas. Déjà, pour la première fois qu'on la voit à l'écran, on voit qu'on est en train de faire des tests sur elle. On veut se rassurer qu'elle n'est pas devenue zombie, qu'elle est toujours elle, parce qu'elle doit compter, elle doit parler, donner son nom pour essayer de montrer qu'elle est toujours lucide. Joel va trouver une copine ou une amie ou une femme d'une certaine manière parce qu'ils dorment ensemble qui s'appelle Tess. Alors Tess, c'est la personne qui va essayer, qui sera un peu l'âme dans ce couple-là. Comme dit Joel, lui, il se fout quasiment de tout. Il est prêt à se battre, prêt à tuer, prêt à tout laisser. Pendant que Tess, elle reste quand même la femme, l'âme, la personne qui raisonne un peu. Pendant que Joel est prêt à se battre, elle est toujours prête à essayer de comprendre d'abord la situation ou de proposer d'abord qu'il ait une discussion avant de commencer ou de faire de bagarre. Elle est prête même à tout sacrifier pour éviter qu'il y ait des ennuis. Malheureusement, elle va nous laisser dans l'épisode 2. Elle va partir dans une scène qui est vraiment juste waouh. Joel et Tess vont aller justement ensemble pour essayer de trouver cette batterie. C'est en chemin qu'ils vont croiser la route de Holly. C'est en chemin justement en essayant de faufiler la nuit qu'ils vont croiser un militaire et le militaire qui va essayer de les checker pour voir s'ils sont en bonne santé, s'ils sont pas touchés par la pandémie. Et c'est par là que Joel va essayer de défendre Holly devant le militaire qui va pointer son arme vers eux. Pourquoi? Parce que justement, au tout début, c'est ainsi que Joel va perdre sa fille. Et en perdant sa fille de cette manière-là, par un policier qui a juste voulu les tuer. Pourquoi? En pensant qu'ils étaient forcément infectés d'une certaine manière. Et pour Holly, c'est resté comme une sorte de traumatisme. Donc, quand il voit l'arme pointée sur lui, et surtout s'il y a un enfant, en l'occurrence, là, il y avait Holly. Donc, c'est presque la même scène. Le gars pète les plombs. Et c'est là qu'il va aller pour essayer de défendre Holly. En essayant de défendre la fille, je pense qu'il va presque tuer le policier. Ils vont découvrir que Holly aussi a été touchée ou mordue, mais qui ne s'est pas encore transformée. Et c'est par là qu'ils vont comprendre, ah, certainement, elle doit être la solution. Là, la personne qui va comprendre, c'est Tess. Tess va vraiment demander qu'on puisse aller jusqu'au bout. Joel, lui, pour lui, il s'en fout. Donc, on peut s'arrêter ici et on rentre. C'est quoi ma réaction par rapport à cette série? Ma réaction est que la série, elle est juste waouh. Waouh, pourquoi? Pour plusieurs choses. Des 1, les dialogues sont vraiment super. La musique, semble-t-il que ça provient des jeux vidéo. Et là, je vous assure, ça emporte d'une manière que vous n'avez pas idée. Il y a quelque chose dont j'ai oublié de dire. J'ai expliqué dans le premier film que l'on a essayé de repartir dans le passé. Donc, il veut dire, on est reparti en 1968 pour essayer de montrer ce qui va arriver. Oui, on est arrivé en 2003 pour montrer comment ça a commencé. Mais dans l'épisode 2, on est déjà après 2003, on va arriver en 2023. La première scène du deuxième épisode. Cette scène est juste trop bien réfléchie. Pourquoi? Parce que ça commence en Indonésie en 2003. Là, on revient encore dans le passé pour essayer de nous montrer comment, au fait, ça s'est propagé, ce virus-là ou cette pandémie-là. Nous ne sommes plus aux États-Unis, mais on est en Indonésie. On montre une dame qui est docteur ou savante ou scientifique, si on peut dire ça, en train de manger. Les policiers viennent le prendre. Ils emmènent pour montrer un premier cas qui se présente. Et la dame essaie de faire des tests. Et là, c'est le dialogue qui me plaît. C'est la manière même c'est réalisé. Vous imaginez que dans cette conversation-là, la caméra commence à présenter l'actrice ou la dame sur un plan semi-ouvert, sans pour autant changer d'angle. La caméra ne fait que se rapprocher jusqu'à ce que le discours de la dame va se terminer. Et la dame parle de quoi? La dame essaie d'expliquer aux policiers que là où on est maintenant, il n'y a plus de solution. Là où on est maintenant, il n'y a même plus d'antivirus que je peux essayer de vous donner. On ne peut rien faire. Bon, je sais pas pourquoi ils n'ont pas demandé. Pourquoi pas prier, appeler Jésus, peut-être il va nous sauver, mais bon, disons juste que c'est un film alors. Et là, le policier essaie de lui dire, mais c'est quoi la solution que vous nous donnez? Et la dame, presque avec des larmes, elle dit, la seule chose que vous pouvez faire, c'est bombarder la ville, et moi y compris. Je ne peux pas sortir parce que si je suis déjà là, donc il veut dire que c'est sûr je peux être infecté ou je sais pas quoi. Mais on essaie de montrer le drame, à quel point le drame est profond dans la série. Même les dialogues s'emportent. Quand vous entendez Holly parler avec Joel, c'est tellement profond, même si par moments il s'insulte à tout moment quand il se parle ou il se manque de respect. Mais c'est tellement profond aussi cette manière-là de faire que les showrunners nous a vraiment pondu des scripts très très impressionnants. Que dire de la lumière, la manière dont c'est éclairé? Que dire de set dressing? Que dire de props et tout ça? On va se balancer pour l'épisode 1. Je vais prendre peut-être 5 images où on va essayer de décortiquer. Puis on parlera directement de l'épisode 2 où on va aussi prendre des images. Je vous parle pas d'incrustation, la manière dont ils ont incrusté dans le film, la manière dont ils ont fait les villes, ils ont fait des set extensions, près du réalisme, la manière dont ils ont rendu cela. Alors là, on va prendre la tablette et on va essayer de voir quelques plans et on va clore ceci. Commençons d'abord sur ce plan. Sur celui-ci, il y a quelque chose qui m'a beaucoup attiré, que j'ai beaucoup aimé, c'est le sens du détail, la manière dont ils ont voulu amener le détail dans le travail. Le plan qui m'a intéressé, c'est un plan où ils ont essayé d'utiliser beaucoup plus de lumière volumétrique. J'avais trouvé ça juste génial, quasiment comme une sorte de tableau de peinture quand j'ai vu ça. Et le plan, c'est celui-ci où on voit que c'est comme s'il y a presque pas de lumière. La seule lumière que nous avons sur
sur ce plan, ce n'est que la voiture qui est claire derrière et la torche qui est sur l'arme du policier. Et là, pourquoi je dis une lumière volumétrique? On sent qu'ici, ils ont mis beaucoup de fumigène en extérieur pour essayer de ramener ce volume de lumière. On sent que les lumières sont volumineuses. On sent les beams des lumières. On sent que ces lumières-là, on peut suivre leur trajectoire. Et ça, j'ai trouvé ça très joli, et surtout du fait que d'avoir une lumière froide de ce côté et une lumière chaude de l'autre côté. Et on voit qu'ils sont toujours en train de se marier. Et quelque chose d'autre qui m'a touché dans ce film, comme je l'ai dit au tout début, qu'on nous a mis dans une situation où cette pandémie, où ce virus se propage plus dans la chaleur. Et si on regarde le film, on sent que le film est vraiment assez jaunâtre, pour essayer de montrer qu'en 2023, on est arrivé à un temps où la lumière est très 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 chaude. Le soleil est devenu très fort et la chaleur se présente énormément. Voilà la raison pourquoi le film est quasiment assez jaunâtre. Ils ont fait ça sciemment pour essayer de montrer que, ou pour essayer de rendre le film encore plus facile pour le virus, que maintenant il peut se propager très facilement sur le corps des humains. J'aime ce plan juste du fait qu'il n'y a que ce des lumières, mais on sait sentir quand même la silhouette du personnage qui est là, qui essaie de parler avec le téléphone pour parler avec ses supérieurs. J'aime énormément ce plan. Et dans celui-ci, on peut voir maintenant la manière dont ils ont fait le set extension. Le set extension, c'est le fait de faire une sorte de matte painting, d'essayer de rendre le set, supposons qu'ils ont filmé sur un endroit qui ressemble juste à ça. Maintenant, il va falloir les sets, va falloir l'étendre, que ça devienne beaucoup plus large, ou beaucoup plus loin, ou beaucoup plus profond. Et c'est là où on voit la magie de la 3D ou la magie de la post-production, en essayant de rajouter ces immeubles qui sont là vraiment détruits, en ruine, avec des fleurs partout, et tout ça là. Et ici, on est à Boston. Si je ne me trompe pas dans le film, ici on est à Boston. Puis vient ce plan de Pedro Pascal, de Joel, que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que ce plan est motivé. On sait voir quand on regarde ce plan que le plan est forcément motivé de quelque chose. Et ici, c'est motivé par quoi? C'est motivé par la fenêtre qui est là. On sait voir la fenêtre là parce que en réalité, Joel est en train d'entrer pour venir s'asseoir quelque part là. Et on sait voir qu'il n'y a aucune autre lumière que la lumière de cette fenêtre là. Ce qui nous ramène ici sur un beau plan où on sait voir qu'il y a une forte lumière provenant de la fenêtre qui est là, qui entre, qui nous donne encore notre triangle que l'on voit toujours. Et on sait voir la lumière qui vient chez Joel, qui provient ou qui est motivée par la fenêtre. La raison pour laquelle on n'a pas besoin d'avoir forcément de lumière qui vient de nulle part. Il faut toujours avoir une motivation. Alors, on est tellement focus sur la lumière qui vient de la fenêtre, en oubliant qu'il y a une autre lumière qui est placée par-dessus, qu'on n'a même pas vu dans l'autre plan. Le plan large, on n'a pas vu cette lumière-là. Mais au moins, pour la beauté de l'image, on met une petite lumière par-dessus qui descend en douche sur lui vers le fond, comme vous voyez moi là actuellement. Ce plan nous introduit dans ce que je voulais dire, la manière dont ils ont respecté la nature. Quand j'ai respecté la nature, ils ont fait en sorte dans cette série, c'est une série d'horreur, ils ont fait en sorte de respecter, si les personnages sont dans un endroit sombre, il n'éclaire pas, ça reste sombre. Et le plan qui suit nous le dit encore mieux. Dans ce plan-là, on a Marlene en train de s'avancer dans le couloir pour aller parler à ses subalternes, puis aller voir Holly. Et là, on voit qu'il n'y a presque pas de lumière, à part la lumière qui vient devant elle vers une fenêtre encore. Pourquoi? Parce qu'on sait sentir là sa silhouette. Et on sait sentir sa silhouette. Ce plan est juste magnifique. J'aime énormément ce plan. Pourquoi? On sait voir déjà que ce sont des personnes qui se cachent. Quand vous regardez la série, vous allez comprendre que eux sont la résistance, en fait. Eux, ils sont les personnes qui résistent à l'autorité qui règne à ce temps-là. Un peu plus loin, il y a la lumière. C'est que l'on sent quelque part là, il y a une lueur jaune, il y a de l'ampoule vers le fond, mais ils n'essaient pas d'éclairer forcément. Ils nous gardent dans l'essence de cette série déjà, qui est une série d'horreur. Donc on doit rester vraiment dans la pénombre, dans l'ombre, dans l'obscurité à chaque fois, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe et surtout qu'est-ce qui peut arriver. Je vais conclure l'épisode 1 en parlant du set dressing ou de wardrobe ou de la direction artistique. Il y a ce plan qui nous montre à quel point ces gars se sont assis pour essayer de réfléchir, pour montrer que c'est pas fait au hasard, c'est pas juste qu'ils ont habillé les gens. Regardez ce que j'aime toujours dire. Si on regarde ces plans, on se rend compte que nous avons que deux couleurs. La couleur qui règne ici, c'est la couleur bleue et la couleur rouge dans toute sa famille ou dans toute sa palette. Regardez vous-même. On voit que Tess, qui est devant, est habillée en chemise rouge, d'une certaine manière. Pantalon bleu. Et quand on regarde Holly qui vient derrière elle a un pull rouge avec un pantalon bleu. C'est comme si même les deux étaient en uniforme. Et quand on voit Joel qui est quasiment en bleu, que ce soit sa chemise et son pantalon.
Maintenant, regardez tout ce qu'il y a tout autour. Quand on regarde un gars qui est assis derrière, qui est aussi habillé en rouge, et la dame ou le personnage qui est assis derrière, qui est aussi dans un ton bleu. Et si on voit le mur, on regarde le mur, essayons juste de diviser ça en couleurs. Et disons que nous avons que deux couleurs, donc on a 1 et 2. Mettons ça sur l'image, on va voir ce que ça va nous donner. Tout ce qui est rouge, je vais essayer de le mettre en zone, comme ça, au moins on va les comprendre un peu plus facilement, ou on va le voir un peu plus facilement. Donc là, ces zones, c'est la même couleur, tout ça. Là, c'est la même couleur. Là, c'est la même couleur. Et tout ce que je n'ai pas encerclé, c'est aussi la même couleur dans sa famille. Donc, on voit à quel point dans cette série, la direction artistique est vraiment d'une manière top. Dans l'épisode 2, on commence par ce plan qui m'a plu énormément. Pourquoi? Parce que ça a un style unique. Le style, c'est de travailler sur une palette monochrome. Quand on regarde cette image, ici, on n'a pas besoin d'avoir une deuxième couleur, comme on a l'habitude de voir les couleurs complémentaires. On a l'orange ou le bleu à côté, le rouge ou le vert, le jaune ou le violet. Non, ici, on n'a que du jaune. Et c'est pourquoi aussi, voilà le pourquoi ça s'appelle un plan monochrome en termes de couleurs. On n'a qu'une seule couleur du début à la fin. Et c'est sur ce plan dont je parlais, c'est l'intro de l'épisode 2, où le film, à ce niveau-ci, on a la caméra qui commence comme ça, et puis pour s'arrêter quasiment là. Donc, on est en train de faire un zoom in sur elle pendant qu'elle est en train de parler et là, on sent l'intensité en train de monter petit à petit. Ça, c'est du masterclass. J'ai voulu montrer ce plan, pas trop pour parler de la lumière, mais ici, c'était plus pour parler de la couleur, la manière dont ils ont fait en sorte que tous les éléments, que ce soit partant de la bajour, du canapé qui est là, même du sac de la dame, à part elle qui est habillée en noir, et même le mur, tous les éléments ici sont en jaune. Ici, on est vraiment en monochrome. Enfin, je me suis rendu compte que dans la série, la couleur jaune représente ce virus, représente cette pandémie. La dame, quand elle est assise, on sent déjà qu'on est dans ce monde-là. On est dans le monde des virus. On est déjà perdu. Et quand on voit ce plan, qui est le plan de l'hôtel, parce qu'ici, ils étaient censés passer par l'hôtel pour aller sur ce que j'ai expliqué, essayer d'arriver jusque là où ils devaient présenter au lit. Et ici, on sent ce jaune-là. Et si on remarque les deux plans, on comprend directement que on est dans le monde. À ce moment-là, on est vraiment dans le territoire, pour le dire d'une certaine manière, de ce virus-là, ou de cette pandémie, ou des zombies d'une certaine manière. Que le jaune est représenté par moments par des couleurs, représenté par moments par des éléments qui sont dans des scènes. Mais quand on arrive à un moment où tout est quasiment monochrome, comme sur le plan précédent montré ou sur celui-ci. On a bien sûr la verdure qui est là en train de pendre, on a le piano en bois qui est là, mais la couleur qui domine, même si le vert se fait sentir légèrement, le vert se fait ressentir légèrement bas, mais on sent que c'est les jaunes qui dominent. On sent que là, ils sont entrés dans le gouffre, ils sont entrés dans la demeure. C'est que le réalisateur, le DOP ont voulu faire, c'est nous montrer, nous parler d'une manière cinématographique, sans pour autant, comme j'aime le dire, sans pour autant nous le dire forcément. C'est ça, regardez, le zombie vient là, où on voit un zombie qui est caché là derrière. Non, mais ils essaient juste de nous montrer par la couleur que là, l'ambiance a changé. Ici, on est dans le monde de ces zombies. Par exemple, sur cette scène, on sent qu'il n'y a presque pas de lumière. La seule lumière qu'ils ont utilisée, c'est la lumière qui provient des torches. Et remarquez, pour faire ce genre d'éclairage, si vous voulez avoir cette ambiance, il va falloir forcément placer du fumigène ou placer du smoke. Quand je dis smoke, c'est mettre de la fumée dans la maison. Pas brûler, ne vous inquiétez pas, faut pas brûler la maison, mais il faudrait mettre du smoke machine ou du haze. Et là, on les sent là. Ils ont utilisé les haze juste parce que la torche devait être utilisée et on devait avoir ces bimes de lumière. C'est vraiment très joli dans le cinéma. Et ici, on se rend compte que Holly est derrière avec sa lumière et les deux là qui ont aussi leur lumière. Et on n'a aucune autre lumière à part ça. Et là, ça devient encore un peu plus clair. Qu'ils placent aucune autre lumière et ils ont même fait un effort d'avoir deux types de torches en termes de lumière. Regardez, la lumière de Holly est une lumière blanche, mais la lumière de Tess est une lumière jaunâtre. Pourquoi? Pour essayer de faire justement l'harmonie de couleurs entre le bleu et le jaune. Et là, on remarque que c'est la torche de Holly qui éclaire la porte, qui rebondit vers elle, et aussi qui éclaire Tess indirectement. Donc, ils ont fait en sorte, mais quand ils travaillent avec ces acteurs, en faisant en sorte que vos propres lumières que vous allez tenir, faites en sorte de les placer sur des endroits forcément qu'ils leur avaient montré, que le DOP avait montré, pour que ça projette de la lumière, ou pour que ça devienne un élément de bounce, afin d'éclairer la scène. Parce que quand on regarde là, ici, il n'y a aucune autre lumière à part ces deux torches-là. Pour cette scène, ils ont encore pris leurs torches, qu'ils ont placées, soit ça rebondit en bas pour revenir, pour donner cette lueur que nous avons là.
qui est déjà assez effrayant par la manière dont ça se présente et qui a une lumière jaunâtre. Même au lit, maintenant, on n'a plus une torche blanche, ça devient jaunâtre. Pourquoi? Pour faire l'harmonie avec les fenêtres qui sont derrière, qui sont quasiment en bleu. Mais je pense qu'ici, en shootant, ils ont peut-être utilisé des MC, comme par exemple, hein, c'est un exemple que je donne, des MC des lumières pareilles, au lieu que ce soit vraiment une torche, qu'ils ont juste placé un peu en bas là, pour donner, mais avec une intensité faible, si c'était pas autant, pour donner, essayer de donner cette lumière, mais il n'y a pas toutes ces lumières autour. Si j'éteignais le tout, je vais pas le faire, on aurait à peu près cette apparence-là, mais je n'aurais pas de fenêtre derrière moi. Donc voilà pourquoi ça marche pas. Mais regardez, ils ont tellement peur que j'ai l'impression qu'il y a une silhouette d'une troisième personne derrière, à part Joel qui doit être devant. On a l'impression que là, c'est une troisième personne ou c'est la personne qui sont en train de fuir ou ils sont en train d'éviter. Même quand je regarde ce plan, c'est vraiment assez super parce que c'est juste simplement beau. C'est pas extraordinaire, mais c'est simplement beau. Et c'est ça qui va clôturer notre première réaction pour cette nouvelle série de HBO qui est The Last of Us qui vient de sortir. Je vous dirai, on se revoit après-demain parce que ça sera déjà la sortie de l'épisode 3 que je vais aussi faire une réaction et aussi parler de quelques plans qui vont me plaire. Je suis sûr et certain ça va pas autant durer du fait que dans cette vidéo, j'ai parlé de 2 épisodes. Là-bas, ça sera juste un seul, donc on va pas passer autant de temps. Est-ce que vous avez regardé la série? Vous en pensez quoi? Pour vous, c'est censé être appelé la série du moment en termes de qualité, en termes d'une interprétation parfaite par rapport aux jeux vidéo? Laissez-moi vos commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire comme d'habitude. Et n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu, partagez la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait avec vos proches en activant la cloche pour ne pas manquer les vidéos qui vont venir après. Et suivez-moi sur mes autres plateformes, que ce soit Instagram, Facebook ou Twitter. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine. Bye.